Salut, ça va vous? Alors, allez, toute petite introduction, je crois que j'ai trouvé un rythme. Non, et puis on est en 2025, on parle de bouquins que j'ai lu en septembre 2024. C'est une bonne blague, hein. J'ai un trimestre de retard, ça va plus du tout. Donc on se presse le citron là, on bâcle bien cette vidéo bien rapidement pour être à l'heure cette fois-ci et pour essayer de publier pour une fois plus d'une vidéo par mois, histoire de rattraper quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai lu en septembre? Suite et fin de la première intégrale des Annales de la Compagnie Noire. On a lu le bouquin qui a fait de Sally Rooney une autrice acclamée et couronnée de succès. On a lu un bouquin bizarre qui a été adapté ensuite en un film par M. Night Shyamalan, encore lui. Un autre bouquin de Sandrine Colette, on rigole peu comme d'habitude. Et enfin un enfant possédé qui vomit en geyser. Comme convenu le mois dernier, on va parler de la troisième histoire de cette énorme intégrale de plus de 1100 pages. Alors on va spoiler les deux premières histoires pour le bien de cette vidéo, mais très légèrement, t'inquiète. Pour présenter rapidement le contexte, c'est écrit par Glenn Cook et c'est publié aux États-Unis à partir de 1985. En France, il faut attendre 1999 avec les éditions de La Talente. Les Annales de la Compagnie Noire, c'est une gigantesque saga de dark fantasy, bien sombre, bien ambigu moralement comme on les aime. Les deux premiers tomes, entre guillemets, de premières histoires du bouquin étaient très bonnes, bien qu'inégales, mais dans le bon sens, parce que la deuxième histoire était meilleure que la première, qui était déjà vraiment pas mal. C'est bien tout ça, mais il se passait quoi dans les deux premières histoires? Donc là arrive la partie spoiler, donc si cette saga t'intéresse autant qu'elle le devrait, et autant qu'elle me branche moi, tu peux aller plus loin dans la vidéo, je te conduis au prochain bouquin. Bon alors, pour te poser les bases, on est dans un monde de fantasy. Il y a des siècles de cela, le monde était sous le joug du dominateur, un espèce de sorcier suprême, surpuissant, et surtout très tyrannique, et de sa dame qui était pas franchement meilleure. Sous leurs ordres, ils avaient 12 asservis, des très puissants mages qui ont été réduits en esclavage. Tout ce petit monde a été défait par une élue qui se surnomme la Rose Blanche, et quelques siècles plus tard, la dame est de retour, elle cherche une nouvelle fois à dominer le monde, ce qui est très proche d'être fait. Il reste qu'une seule petite poignée de rebelles. C'est là qu'intervient la Compagnie Noire, qui est engagée par la dame pour lutter contre ces rebelles, pour les exterminer tous, et c'est là que s'ouvre le premier tome. Le tout est compté par Toubib, qui est un médecin et membre expérimenté de la compagnie. Dans ce premier tome, dans la première histoire, la compagnie sauve une gamine d'un meurtre très probable. Et il s'avère que cette gamine, c'est la réincarnation de la Rose Blanche, celle qui a apporté la paix dans le monde. Et la compagnie noire, décimée après des années de lutte, ne se réduit plus qu'à une poignée de membres. Elle essaie de survivre tout en protégeant la Rose Blanche, alors qu'un complot se forme pour ressusciter le dominateur. Tu vois, le spoil était très léger. Et alors, est-ce qu'elle était bien cette troisième histoire? C'était génial. Et une bonne conclusion à tout cet arc narratif. C'est parfaitement rythmé, on enchaîne bien les temps forts, qui sont très nombreux, et les temps plus doux, qui sont nécessaires pour respirer un peu. Tous les personnages sont réussis, sont crédibles et attachants. L'ambiguïté morale, c'est l'une des vraies forces de ce tome, avec des ennemis du passé qui se comprennent de plus en plus. En vrai, c'est chambé, on est dans un très bon univers de fantasy, qui est pas assez connu à mon avis, qui mérite un traitement similaire à Game of Thrones ou à l'Assassin Royal. Le seul tout petit hic que je peux émettre, et vraiment tout petit, c'est la précipitation des événements. Tu vois, Glenn Cook, l'auteur, on a l'impression qu'il veut tellement nous en mettre plein la vue, qu'on a l'impression qu'il vide vraiment son univers. Voilà, il tue énormément, tout a l'impression d'être accéléré, qu'on va bientôt se retrouver avec un univers vide. Coucou, qu'est-ce que tu veux ? Ou un univers qui aura perdu de sa cohérence en ajoutant des antagonistes plus puissants que les premiers, sans que leur absence de cette première intégrale ne soit justifiée. Alors, bien que j'ai adoré la lecture de cette première intégrale, je reste vigilant. Voilà. Mais plongez-vous dedans si vous aimez l'ambiance bien sombre des meilleurs récits de fantasy. C'est un peu de la triche puisqu'on a déjà parlé le mois dernier, mais c'est ma recommandation du mois de septembre. Félicitations, c'était bien joué. Ensuite, j'ai lu, avec le retard qui me définit, Normal People. Alors là, c'est l'édition anglaise, mais c'est trop pour moi. Moi, j'ai lu la version française. Voilà. C'est publié en 2021 par... Tiens, tu montes ton trou de balle, pistache, tourne-toi. Non. C'est publié en 2021 en France par les éditions de l'Olivier, qui me font mentir, parce que, je vous mets la miniature, il y a plus d'arbres géants sur la couverture. C'est le deuxième roman de l'autrice irlandaise qui avait frappé un premier coup avec Conversation entre amis, publié en 2019, et c'était un franc succès, avec lequel elle a remporté le prix du meilleur jeune écrivain de l'année, qui est un prix littéraire décerné par le New York Times. Normal People est un énorme succès de librairie, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en 1 an et demi. Sally Rooney, elle a reçu plein de prix suite à ce best-seller. Le roman a aussi connu une adaptation en série à grand succès qui a lancé Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal sur le devant de la scène, avec des nominations aux Golden Globes. En 2024, Sally Rooney a publié un nouveau roman aux éditions Gallimard qui s'intitule Intermezzo et qui est aussi un énorme succès à librairie. Alors, de quoi on parle dans Normal People? On suit deux personnages, Connell, interprétés par Paul Mescal, et Marianne,
Jordan, interprété par Daisy Edgar Jones. Donc on les suit de l'adolescence à l'âge adulte. Au lycée, Connell est timide, mais populaire et sportif et provient d'un milieu populaire. La mère de Connell, elle travaille en tant que femme de ménage pour la famille de Marianne, qui est intelligente, impertinente et impopulaire. Connell et Marianne, ils vont se lier, s'aimer, se lâcher, se retrouver tout au long de leur scolarité au lycée puis la fac. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Normal People? J'ai globalement bien aimé, avec des petites réserves. Les deux personnages qui sont merveilleusement écrits, tout en subtilité et en contradiction. On connaît tous des Connell, on connaît tous des Marianne, et on a tous été des Connell et on a tous été des Marianne. Leur humanité est touchante, rien n'est forcé et leur relation est superbe, autant qu'elle est déchirante. Les thématiques qui sont mises en avant par ce couple et par le bouquin de manière générale sont très actuelles et concernent ma génération de très près, et ça fait toujours plaisir de se retrouver dans un roman. Seulement, cette humanité pure fait aussi perdre le bouquin. Les personnages sont parfois relous, incapables de faire des choix, incapables de se poser plein de doutes et de questionnements. C'est crédible, mais c'est très frustrant. La narration, elle est aussi un peu lourdaude parfois. Chaque chapitre s'ouvre sur une ellipse. On retrouve l'un des deux personnages vivre sa vie, et puis elle voit ou il voit un truc qui lui rappelle le passé. Il va donc nous présenter sous forme de pensée ce qui s'est déroulé pendant tout ce temps. Pourquoi pas, sauf que le procédé se répète encore et encore et encore et ça lasse. Mais je tatillonne. Ensuite, on a lu La cabane aux confins du monde, qui est un roman écrit par Paul Tremblay et publié en France en 2023 aux éditions Game Master, encore eux. C'est 5 ans après la publication américaine. Paul Tremblay est tout nouveau, surtout en France. Il a publié son premier roman en 2012, Swallowing a Donkey's Eye, donc avaler l'œil d'un âne, littéralement. Tu fais quoi le chat? De ces 8 romans publiés aux États-Unis, seuls 3 nous en sont parvenus. Donc celui-ci, La cabane aux confins du monde, Le chant des survivants, publié en 2022, et Possession, publié en 2018, que j'ai lu récemment et sans spoiler, il est vraiment très très bon. Paul Tremblay, il est déjà comparé à Stephen King par les médias, et il est couronné d'un succès critique. Possession reçoit le prix Bram Stoker du meilleur roman de fantasy ou d'horreur en 2015, exploit qu'il réitère en 2018 avec La cabine aux confins du monde, qui reçoit aussi le prix Lotus du meilleur roman d'horreur 2018, devant Stephen King lui-même. Le bouquin a été adapté en un film par M. Night Shyamalan, encore lui, avec Dave Bautista et Rupert Grint. Le film s'est fait déboîter, donc j'espère que le bouquin sera meilleur. Bon alors, de quoi est-il question dans La cabane aux confins du monde? Eric et Andrew, c'est un couple de bourgeois aisés de Boston, ou de New York, je sais plus, ça fait longtemps, et ils partent en vacances avec leur fille adoptive Gwen, dans leur cabane isolée bien dans la forêt là, loin de tout, pour déconnecter le temps d'un week-end. Alors que Gwen, elle joue tranquillement dans le jardin, elle est approchée par Léonard, qui a un gigantesque bouc là, un grand colosse, qui lui dit que ses parents peuvent sauver le monde. Sauf que Léonard n'est pas seul, il a 3 complices qui vont kidnapper la petite famille et la mettre face à un dilemme. Pour empêcher la fin du monde, ils doivent sacrifier l'un des leurs. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Salut la déception. Le début est prenant, le récit monte bien en pression, c'est gentiment effrayant. La situation est cool, sous forme de huis clos horrifique, sur fond d'apocalypse qui arrive. Sauf que dans l'exécution, on s'ennuie rapidement. Après une première séquence qui fonctionne, dans laquelle Andrew et Eric empêchent les 4 intrus d'entrer, on a rapidement une situation qui est bien trop longue, celle où les vilains sont dans la cabane et demandent à la famille de sacrifier l'un d'entre eux, et ça n'avance pas, et il faut tenir encore 250 pages. Le rythme devient rapidement mauvais, on se tire les cheveux face à cette intrigue qui n'avance pas. La pseudo-fin du monde n'est pas bien exploitée non plus, ce sont des petits éléments, des micros-indices pour conduire les protagonistes vers une décision, vers un choix, sans pour autant montrer au lecteur que c'est une vérité ou non. Alors c'est un choix narratif, mais c'est un choix narratif qui se discute. L'auteur se veut mystérieux, mais le mystère il tient pas vraiment debout, il manque de sens. Sans spoiler quoi que ce soit, on clôt le bouquin sans réponse réelle, avec une idée déjà peu claire de la question posée de base. C'est dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel. Ensuite on a lu Un vent de cendre de Sandrine Colette. Ça faisait longtemps Sandrine Colette, assez longtemps pour reparler de l'autrice, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors Un vent de cendre, c'est publié en 2015 aux éditions de Noël dans la collection Sueur froide. C'est le 2e roman de l'autrice, après le glaçant Des nœuds d'acier. De l'écrivaine, je ne peux que vous conseiller Et toujours les forêts, ainsi que Juste après la vague, qui sont des chefs-d'œuvre de récits post-apocalyptiques français, entre crise écologique, désespoir et lutte perpétuelle. En 2024, elle a raté de très peu le prix Goncourt avec son dernier roman Madeleine avant l'aube, qui a tout de même remporté le concours des lycéens et celui des détenus. Il y a l'air d'avoir une vague dystopique dans ce roman qui me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de le lire. De quoi est-il question dans Un vent de cendre? Le prologue s'ouvre avec un terrible accident de voiture. Andreas, Octave et Laure rentrent de soirée et sont percutés par un camion. Andreas et Laure s'aimaient beaucoup et Laure meurt sur le coup, décapitée. 10 ans plus tard, un groupe de saisonniers arrive sur le domaine de Vaux pour faire des vendanges, parmi lesquels Malo et sa petite sœur Camille. Sauf que le patron, Octave, regarde bizarrement Camille et que Malo se méfie grandement du propriétaire des vignes. Du jour au lendemain, Malo disparaît et Camille plonge dans l'inquiétude, tandis que se rapproche l'ombre d'Octave et d'un mystérieux personnage dissimulé dans l'obscurité. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bof. Avis mi-figue mi-raisin pour ce Sandrine Colette
être plutôt poussif. Il se lit très rapidement, ne faisant seulement que 245 pages. Pour autant, le temps peut paraître un peu long. Après un prologue accrocheur et qui laisse sans voix, on a un roman plutôt lent. Chaque chapitre représente une journée des vendanges, et Sandrine Colette met vraiment un certain temps pour construire l'obsession d'Octave pour Camille. Un temps plutôt long, on passe 2-3 journées aux vendanges. C'est très bien la description des vendanges, mais c'est pas vraiment pour ça que je lis un roman de Sandrine Colette, tu vois. Mais l'ambiance s'installe, hein. Cependant, on vire à une angoisse qui est prenante, et une fin haletante dans les faits. J'ai trouvé cette fin trop rapide, un peu bâclée, et quand je lis les critiques d'un vent de cendre, je vois que tout le monde a été chamboulé et convaincu par la conclusion. C'est vrai qu'elle te renverse, mais je l'ai trouvé attendu et bien trop conventionnel, du moins pour un roman de Sandrine Colette, dommage. Pour conclure, ce mois de septembre un poil décevant en termes de lecture, j'ai lu L'Exorciste de William P. Blatty. En France, c'est publié en 1974 par la maison d'édition Robert Laffont. William P. Blatty a publié de nombreux autres romans qui sont pas vraiment rentrés sur le territoire français, puisqu'il n'y en a eu que 4 de traduits, dont L'Exorciste, dont on connaît surtout l'adaptation, sortie au cinéma en 1973, film culte s'il en est, qui a remporté 2 Oscars, dont celui du meilleur scénario adapté, et 4 Golden Globes, dont le meilleur film dramatique, le meilleur scénario et le meilleur réalisateur. Le film a marqué sa génération. William P. Blatty en a produit le scénario adapté, puisqu'il était habitué d'Hollywood. Il est aussi à l'origine de scripts de comédies oubliés des années 60. L'Exorciste est inspiré d'un cas de possession démoniaque dont l'auteur a entendu parler en 1950, alors qu'il passait sa licence de littérature anglaise. Dans L'Exorciste, on débute avec Chris McNell, qui se trouve à Georgetown pour le tournage de son prochain film. Ouais, parce que Chris, c'est une turbostar hollywoodienne. Séparée de son mari, qui s'est loué une maison à Georgetown pour y vivre avec sa fille Regan, sauf que Regan, elle va pas fort. Elle joue avec une planche de Ouija et prétend qu'un homme lui répond, un certain Captain Howdy. Alors que Chris finit le tournage, Regan va de moins en moins bien, et des événements paranormaux se déroulent dans la maison, sans qu'il y ait vraiment d'explication logique. Porte qui claque, meubles qui se déplacent, et ainsi de suite. Puis Regan va sombrer encore plus, refusant de se nourrir, ayant un comportement violent, dégradant et vulgaire, tout le contraire de la petite fille qu'elle était. Les médecins et psychiatres sont dépassés et perdus. Chris va se tourner vers l'église et demander un exorcisme. Et qu'est-ce que j'ai pensé de l'exorcisme? C'était franchement cool. Pas exempt de défauts dont on va reparler, mais bien prenant et parfois bien angoissant, et c'était ce qu'on lui demandait. Le roman se présente vraiment comme un thriller, avec une véritable enquête autour de la possession de Regan. Est-ce que c'est une maladie mentale ou est-ce qu'elle est vraiment possédée par un démon? Cette enquête, elle est captivante et détaillée et c'est top. L'aspect médical, puis l'aspect clérical, le tout fonctionne très bien et le rythme est très soutenu. On va pas défiler les 520 pages. Mais bon, vu que j'aime le détail et que je suis facilement exigeant, il y a une bonne partie qui m'a dérangé, qui cassait malheureusement le rythme du bouquin. C'est une enquête mal conduite. Il y a un personnage secondaire qui meurt, personnage secondaire oubliable et qui décède à un moment quelconque. Il y a une enquête de police qui s'ouvre pour découvrir ce qui s'est passé. L'enquête autour de ce décès, elle est inutile au possible avec un inspecteur qui est franchement désagréable à suivre. Hésitant, il parle tout le temps d'autre chose, il cherche à perdre son auditeur. On voit bien que c'est un jeu de manipulation, mais ça n'en fait pas un truc agréable à lire. Surtout que l'enquête n'importe rien à l'intrigue, n'est pas franchement résolue. Donc on a un arc narratif qui prend du temps, de la place et qui mène à rien. Mais bof. Mais sinon le roman globalement était très bien. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer, tout tatouin là. Le mois prochain on va parler de quoi? Et je te le dis tout de suite. Attends 2 secondes. Un énième bouquin de Stephen King. On l'a jamais l'objectif de tout lire. On a eu la conclusion très décevante de la trilogie Rempart Sud. Merci Jeff Vandermeer. On a lu L'essai réussi du chef Damasio. Et le premier tome d'un super classique de la fantasy. Et enfin, un roman d'Emily St. John Mandel qui déçoit. Alors à très vite.